Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une présentation d'une vision prospective de l'e-santé. Donc, on change complètement d'univers. On va regarder avec un prisme beaucoup plus large ce qu'est la e-santé aujourd'hui. Donc, pour démarrer, je vais quand même vous donner quelques notions de ce qu'est la prospective. Et puis après, j'enclencherai sur des propositions, puisque la prospective, c'est ça, des propositions d'approche de la e-santé en prospective. Donc, la prospective, c'est quoi ? En fait, la prospective, c'est essayer de se projeter dans un univers assez lointain, qui est de 10 à 15 ans, voire sur certains sujets, ça peut être 50 ans, et d'essayer de voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques et penser à l'homme. L'idée, c'est de se dire que dans l'avenir, il y a des futurs qui sont possibles. Tout n'est pas écrit. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, on a des indices que souvent on ne voit pas ou qu'on ne perçoit pas, sauf quand on vraiment se penche sur le sujet. Et on va aller chercher ces indices pour voir comment on peut imaginer demain et surtout agir dès aujourd'hui pour s'adapter à ce qui peut arriver demain. Donc c'est un exercice qui est assez difficile, qui demande de l'analyse, mais qui demande aussi beaucoup de travailler à plusieurs, parce qu'en fait, avec différents points de vue, on va balayer beaucoup plus large. Donc là, dans la prospective, on a quelques concepts clés et on s'appuie notamment sur les mutations de l'environnement et on l'analyse notamment avec deux critères. L'impact, est-ce que la mutation que je vais observer, elle a peu d'impact ou un fort impact? Et la certitude, est-ce que ce que je vais observer, je vais en déduire des choses certaines ou est-ce qu'on est vraiment dans une zone d'incertitude? Et on va en fait identifier des éléments qui vont être très importants à analyser, qui sont les tendances lourdes. Donc ce sont des éléments qui ont un fort impact et dont on est certain que ça va arriver. Les signaux émergents, des choses qui aujourd'hui on voit apparaître et on se dit est-ce que vraiment ça a de l'importance? On n'en est pas sûr. Et après, on a des chocs prévisibles. Donc, par exemple, on est sur des scénarios, ce qu'on appelle de rupture. Je prends un exemple. La Chine envahit Taïwan. On n'a plus accès aux puces numériques. Qu'est-ce qui se passe pour la e-santé? Donc, l'idée, c'est de se mettre dans cet état d'esprit, non pas pour se faire peur ou pour avoir une vision très anxiogène, hein, c'est pas l'idée. C'est plutôt pour se dire comment mon entreprise, comment mon métier, comment mon sujet, je vais réagir si je me mets dans cette perspective-là. Et les éléments peuvent changer, puisqu'un signal émergent qui devient beaucoup plus impactant va devenir une tendance lourde. Un autre élément qui est important en prospective, c'est le jeu des acteurs. On en a parlé tout à l'heure autour de la table ronde, qui intervient, comment on intervient, etc. Et par exemple, sur la e-santé, alors j'ai essayé de brosser ce panorama. Donc là, on n'est ni en Occitanie, ni en France, on est vraiment au niveau l'environnement global. Et on voit que, par exemple, il y a des acteurs. Alors, on essaye de voir une cartographie. On voit déjà qu'ils sont nombreux. On voit qu'ils sont très hétérogènes. Ça va de l'Union européenne, on en a parlé tout à l'heure avec des réglementations, l'État français, ça va aux 1 million de professionnels de santé. Ça va, on parle aussi des ex-GAFAM et des BATX, c'est en gros 10 entreprises dans le monde. Donc on voit la diversité des acteurs et tous ces acteurs-là ont un rôle à jouer. Alors il y en a peut-être un que j'ai oublié dans la table ronde, j'ai vu tout à l'heure, c'est la formation. Je n'ai pas mis les organismes de formation, et effectivement, c'est un acteur, on l'a vu tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de cartographier tous les acteurs. Alors ce qui est important, c'est de les mettre sur le papier, et c'est surtout de voir les interactions qu'il y a entre eux. Je prends un exemple, les éditeurs de logiciels, qui avant, dans le monde de la santé, faisaient de la gestion de logiciels, maintenant vont sur de la télésanté, de la téléconsultation. Donc on voit que les acteurs bougent. Et donc c'est ce jeu d'acteurs qui est très intéressant à voir. Et aujourd'hui dans la e-santé, ce qu'on peut voir, c'est que tous les acteurs sont en train de changer de mission. Je prends l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne n'intervenait pratiquement jamais sur les éléments de santé. Aujourd'hui, les données de santé, et là nous en a parlé tout à l'heure, sont vraiment un sujet pour l'Union européenne. Donc, il y a des choses qui sont en train d'évoluer et quand on travaille sur un métier pour développer son entreprise, on a besoin d'avoir ces capteurs et d'arriver à les analyser. Alors,
il n'y a pas besoin de tout avoir, mais selon la problématique que l'on a à résoudre, on va s'intéresser plus ou moins. Mais il faut surtout balayer très très large. C'est là où le voir large et le voir loin est important. C'est qu'en fait, il faut balayer très très large pour identifier les points qui vont être intéressants à analyser. Quand on regarde donc voir large, c'est aussi analyser différents sujets. Alors ceux qui ont fait certaines études, vous vous souvenez du PESTEL. Le PESTEL, l'analyse politique, écologique, etc. Mais en prospective, on utilise beaucoup le PESTEL. Je prends des exemples toujours sur la e-santé. Au niveau de l'environnement politique, toutes les tensions géopolitiques aujourd'hui dans le monde peuvent avoir un impact sur les ressources et les approvisionnements qui sont nécessaires au numérique, que ce soit le lithium, que ce soit les puces électroniques. Donc on est vraiment sur un sujet très politique. L'écologie. Aujourd'hui, il y a des exigences en termes d'éco-conception des services numériques. Il y a le développement du One Health. Donc One Health, ça veut dire qu'on respecte la nature. Donc quand je fais de l'usage électronique ou des devices, il faut que j'ai ce souci de la matière, de ce que je vais utiliser. Il y a le socio-culturel. Alors, socio-culturel, il y a un élément hyper important, c'est la démographie. La démographie est en train de considérablement évoluer. On n'est plus sur les tendances qu'on avait connues. Donc, on a quand même, depuis le début de l'année en France, une baisse forte de la natalité. Cet élément-là, si on le rapporte aux 10-15 années qui vont venir, ça peut considérablement changer le marché, la population active, notre capacité à faire du soin à domicile. Voilà. Donc tout ça, c'est important. Et on a aussi, au niveau du socio-culturel, on a de nombreuses études qui montrent aujourd'hui que la population française, elle fait monter le sujet de sa santé en numéro 1, avec une forte progression qui n'existait pas auparavant. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation. Sur la technologie, il y a toutes les technologies émergentes, les algorithmes, les interactions homme-machine. Quand on voit Elon Musk, ce qu'il prévoit pour l'homme augmenté, on est dans ce sujet-là. Économique, donc c'est le sujet de croissance des marchés, les évolutions de prise en charge des dispositifs médicaux. Et enfin, le légal, je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'Europe qui intervient énormément. Donc l'enjeu de l'Europe aujourd'hui dans la réglementation, c'est de se positionner dans un match qui aujourd'hui, sur la e-santé, oppose clairement les États-Unis et la Chine. L'Europe, en termes de proposition est très très faible. Et aujourd'hui, l'Union européenne, elle essaye d'exister et elle existe. Le RGPD l'a montré dans un premier temps et on le voit avec l'IA Act qui quand même fait bouger les positions. On arrive à exister, mais dans un statut qui est un rôle de réglementation. Donc je vais revenir juste sur 6 tendances lourdes pour vous permettre d'imaginer. Alors je suis désolée, l'intervention est très courte et je ne peux pas approfondir, mais je laisserai un tout petit temps pour les questions. Donc dans les 6 tendances lourdes qu'on peut identifier, mais après, c'est pas je vous partage ce que j'en ai pensé par rapport à mon métier, mais après, vous pouvez avoir tout à fait des tendances lourdes différentes. C'est qu'on est sur une rupture du jeu des acteurs, je l'ai évoqué tout à l'heure. Tout le monde est en train de changer sa position sur le jeu et les acteurs sont en train de bouger. Je vais pousser le bouchon très loin. Aujourd'hui, on se dit les GAFAM sur la santé, en France, ils n'interviendront pas. On lit des choses, j'ai lu la presse suisse il n'y a pas longtemps. La tendance, c'est de dire les États ne pourront pas supporter le coût de la santé dû au vieillissement de la population. Donc on pourrait imaginer qu'un jour, la porte s'ouvre pour les GAFAM, parce qu'aujourd'hui, ils sont capables, au niveau du numérique et en termes d'usage, de répondre à un certain nombre de besoins qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, vous voyez, c'est quand même, on peut aller très, très loin. Une deuxième tendance lourde, c'est le concept de la santé plus large. Donc, si je dis santé plus large, ça veut dire que j'inclus, par exemple, la prévention. Ça veut dire que j'inclus l'accompagnement social, par exemple, puisqu'on sait que les personnes les plus fragiles, les plus en précarité, sont souvent les plus malades, malheureusement. Et si je dis santé plus large, ça veut dire que dans mon jeu des acteurs, par exemple, je vais rajouter des assistantes sociales, qui n'y étaient pas dans ma première analyse. Donc on voit que le concept de santé plus large et plus global, ça peut avoir un impact très fort sur quels acteurs vont intervenir dans le jeu et comment je vais analyser ce jeu-là. Un parcours de santé, de soins de vie, là aussi, c'est de se dire on va peut-être travailler sur des choses qui existent à l'étranger aujourd'hui qu'on appelle les parcours de soins intégrés. C'est-à-dire je ne soigne plus les personnes malades,
je soigne une population. Enfin, j'observe une population et je préconise des protocoles à certaines personnes de la population. C'est ce qu'on appelle les parcours de soins intégrés. Et là, on a besoin d'énormément de budget pour avoir des budgets informatiques et de data importants. Et là, ça veut dire que je mets en place, alors je vous donne l'exemple du diabète, je vais couper la population en 4 groupes, des personnes qui sont susceptibles d'avoir du diabète, parce qu'il y a un parent qui a du diabète. Donc ceux-là, on va dire, tu vas faire une visite, une prise de sang par an obligatoire pour être sûr que tu n'es pas dans une phase où tu rentres dans le diabète. Ensuite, le groupe suivant, ça sera ceux qui auront un diabète déclaré mais qui est maîtrisé. Donc, ils auront un parcours différent. Puis, on ira vers les plus malades et ils auront des protocoles différents. Donc là, on est sur une approche qu'on appelle populationnelle. Et là, on est sur un système qui est complètement différent, avec des parcours complètement différents, des protocoles qui sont travaillés avec les datas, et donc énormément de moyens de mise à disposition sur les datas. On a le sujet du numérique en santé durable. Comment je fais pour avoir cette éco-conception, cette utilisation, on va dire, sobre du numérique? Est-ce que le low-tech peut intervenir? Donc, on a toutes ces questions qui vont intervenir. On a ensuite un accès de santé adapté aux populations. Donc là, c'est de dire qu'il faut absolument que on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on facilite l'inclusion numérique, il faut qu'on facilite la compréhension de la prévention. On a aujourd'hui plein de tests de mammographie qui ne sont pas faits. On est à 30% ou 40% en France. Donc il faut absolument que la prévention se développe, mais aujourd'hui, il faut qu'on parle aux populations. Et donc cet aspect-là est très important. Et ensuite, on a la plateformisation de la santé. Donc là, c'est comment on va évoluer le fait qu'on va travailler avec des plateformes un jour sur la santé. Alors aujourd'hui, ça existe déjà. Hein. Les GAFAM ont déjà investi dans du hardware, dans du software, dans des logistiques, puisqu'ils ont acheté des chaînes de pharmacie aux États-Unis, ils ont acheté des cliniques. Donc ils y sont. Et donc, potentiellement, effectivement, on peut aller sur une santé qui sera sur une plateforme dans un usage qu'on a pour le restaurant, la restauration, pour l'achat, etc. Donc voilà 6 tendances lourdes qu'on peut identifier sur la e-santé. Voilà, et après je vais passer sur la démarche prospective parce que je pense que je préfère vous laisser peut-être poser des questions ou demander des précisions parce que je suis allée un peu vite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que cette approche vous interroge? Pas de questions? Non. Très bien. Hop, je passe. Je vous ai mis donc 2 études prospectives qui sont ouvertes. Donc c'est les entreprises du médicament qui ont fait une étude prospective sur 2030 et l'intelligence artificielle au service de la santé et de la sécurité au travail aussi avec une approche à 2035. Donc ça vous donne 2 exemples d'études prospectives. Et pour vous montrer que la prospective, ça ne date pas d'aujourd'hui, en 1924, on parlait déjà de téléconsultation. Donc en prospective, l'un des premiers sujets que l'on aborde, c'est définir de quoi on parle. Voilà, je vous remercie de votre écoute.